Elle se lève et dit « Je n'ai jamais embrassé, et je ne le ferai pas ici ». Elle laisse une lettre pliée sur la table et s'en va sans se retourner. Le millionnaire l'ouvre, lit la première ligne et part en courant. La lettre se terminait ainsi. Signé. La fille que tu as oubliée à l'hôtel. Que penses-tu qu'il va se passer dans cette histoire? Commente et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville tu nous regardes. Je te promets que c'est la meilleure histoire que tu entendras dans ta vie. Si cette histoire t'a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires connues seulement des membres les plus proches. Clique sur « Devenir membre » maintenant et écoute les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Elle laisse une lettre pliée sur la table et part sans se retourner. Le millionnaire l'ouvre, lit la première ligne et sort en courant. La lettre se terminait, ainsi, signé, la jeune fille que vous avez abandonnée à l'hôtel. Les lumières du palais royal brillaient intensément en cette soirée de gala où l'élite parisienne se réunissait pour célébrer le succès de l'année financière. Les coupes en cristal tintaient au son de rires forcés et de conversations stratégiques. Au centre de cet univers de pouvoir et d'ostentation, Thomas Mercier observait tout avec la précision d'un mathématicien calculant des variables. À 38 ans, il avait bâti un empire immobilier qui s'étendait de Saint-Germain à la baie, avec des investissements atteignant Lyon et visant maintenant le sud de la France. Thomas, mon cher, cette société immobilière à Marseille est pratiquement dans la poche. C'est juste une question d'augmenter un peu l'offre, dit Édouard Poisson, l'un de ses associés, en s'approchant avec une coupe de champagne à la main. Thomas sourit, mécaniquement, un geste qu'il avait perfectionné au fil des années. Ne t'inquiète pas, Édouard, Marseille sera à nous d'ici la fin du mois. Pour Thomas, les relations étaient comme des négociations. Elles devaient avoir un début, un milieu et une fin bien définis, avec un retour sur investissement calculé avant même de commencer. L'amour, dans sa vision pragmatique, n'était qu'un élément de plus dans son tableau de conquête, peut-être le seul où il n'avait pas encore atteint le succès escompté. Ses relations précédentes se terminaient lorsque la nouveauté s'épuisait, généralement en quelques mois. On dit que l'amour est le plus grand investissement que nous puissions faire. Sa mère, Madame Constance, répétait souvent lors de ses visites mensuelles à l'appartement en attique de son fils à Saint-Germain. Thomas répliquait toujours avec son mantra « L'amour est une mauvaise affaire, maman. Beaucoup d'investissements, peu de retour. » Alors qu'il observait la salle remplie de personnes impeccablement vêtues, quelque chose attira son attention. Dans un coin moins éclairé, une femme en robe bleu marine contemplait l'horizon à travers la fenêtre qui donnait sur l'esplanade du Trocadéro. Contrairement aux autres invités, elle ne semblait pas intéressée à être remarquée. Son regard distant suggérait que, bien que physiquement présente à cette fête, son esprit errait ailleurs. Intrigué par cette présence si dissonante, Thomas s'approcha, ajustant discrètement sa cravate italienne qui complétait son costume sur mesure. La vue est magnifique, n'est-ce pas? Mais pas aussi impressionnante que quelqu'un qui parvient à rester détaché de tout ce cirque social, dit-il, gardant les yeux fixés sur l'horizon, comme elle. La femme se tourna lentement, révélant des traits délicats et des yeux profonds qui semblèrent porter des histoires que Thomas désira immédiatement connaître. « Vous devez être le seul dans cette soirée à ne pas avoir commencé une conversation en me demandant mon nom de famille ou mon patrimoine, » répondit-elle avec un léger sourire. « Je suis Gabriel Silver. » Le nom de famille était familier pour Thomas. Les Silver étaient propriétaires de l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux privés de France. Mais il y avait chez Gabriel quelque chose qui transcendait son statut social. Une authenticité rare dans ce milieu. « Thomas Mercier », se présenta-t-il tendant la main. Lorsque ses doigts touchèrent les siens, il ressentit quelque chose d'inexplicable, un courant qui semblait les connecter d'une manière que ses tableaux et calculs n'auraient jamais pu prévoir. Ah, le fameux Thomas Mercier, l'homme qui a transformé des bâtiments abandonnés du centre-ville en projets de luxe. Je dois avouer que j'admire votre travail de revitalisation urbaine, bien qu'avec des réserves sur les impacts sociaux, dit-elle avec une franchise qui le prit au dépourvu. Ce n'était pas une conversation à laquelle Thomas était préparé. Généralement, les gens se limitaient à complimenter son succès ou tentaient de tirer quelque avantage de son influence. Gabriel, cependant,
semblait véritablement intéressé à discuter des conséquences de ses entreprises. « Voulez-vous faire un tour dans le jardin? Ce bruit commence à me donner mal à la tête », suggéra-t-elle, indiquant la porte qui menait à l'extérieur de l'hôtel. Sous le ciel étoilé de Paris, ils marchèrent parmi les palmiers centenaires tout en discutant d'architecture, d'art et de littérature, des sujets que Thomas connaissait superficiellement, mais qui, en présence de Gabrielle, prenaient de nouvelles dimensions. Elle parlait avec passion de son travail bénévole dans les quartiers défavorisés du nord de Paris, où elle coordonnait un projet d'éducation artistique pour les enfants. Pourquoi quelqu'un, avec votre background, choisirait-il de passer son temps libre dans un quartier populaire ? Demanda-t-il, véritablement curieux. Gabrielle s'arrêta un moment, le regardant intensément. Parce que la vie ne tient pas dans un tableau Excel, Thomas. Il y a des valeurs qui ne peuvent pas être calculées en termes de profit et de perte. Ces mots frappèrent Thomas comme un coup dans l'estomac. C'était comme si Gabrielle avait vu à travers sa façade, soigneusement construite, et identifié le vide qu'il essayait de combler avec des réussites matérielles. La conversation coula naturellement, et bientôt ils étaient assis sur un banc de pierre, la brise nocturne caressant leur visage. Ils parlèrent d'enfance, de rêves et de déceptions. Thomas se surprit à partager des histoires qu'il n'avait jamais racontées à personne. Sur la façon dont il avait grandi dans une banlieue de Neuilly, fils d'une institutrice veuve qui avait tout sacrifié pour qu'il puisse étudier dans les meilleures écoles. « Vous avez construit une forteresse autour de vous-même », observa Gabrielle à un moment donné. « Une forteresse impressionnante, je dois l'admettre, mais néanmoins une prison. » Avant que Thomas puisse répondre, ils furent interrompus par Bernard Cote, un politique influent qui tenait à être vu aux côtés d'hommes d'affaires prospères. « Thomas, je vous ai enfin trouvé. Nous devons discuter de ce terrain à Saint-Germain », s'exclama Bernard, ignorant complètement la présence de Gabrielle. Quand Thomas reporta son attention sur elle, après s'être débarrassé du politique, il remarqua un changement dans son expression. Quelque chose s'était fermé comme si un rideau était tombé. « Je dois partir, dit-elle soudainement. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Thomas Mercier. »« Attendez, demanda-t-il, retenant délicatement son poignet. Pouvons-nous nous revoir? Demain, peut-être » Gabrielle hésita, ses yeux étudiant le visage de Thomas comme s'ils cherchèrent quelque chose de spécifique. Finalement, avec un soupir presque imperceptible, elle répondit « Il y a des choses à mon sujet que vous ne savez pas, Thomas. Des choses qui changeraient probablement votre opinion. »« Laissez-moi en juger, » répliqua-t-il avec une confiance qu'il ne savait pas posséder quand il s'agissait de questions de cœur. Le silence entre eux était chargé de possibilités non dites, de chemins qui pourraient ou non être explorés. C'est à ce moment que Gabrielle dit quelque chose qui changerait complètement la perspective de Thomas sur les relations et sur lui-même. « Vous savez, en 32 ans, je n'ai jamais embrassé personne. » Les mots flottèrent dans l'air, comme une révélation impossible à traiter. Thomas la regarda incrédule, cherchant des signes que c'était une plaisanterie. Mais ce qu'il trouva dans les yeux de Gabrielle n'était que vulnérabilité et vérité. Jamais embrasser personne. Les mots s'échappèrent des lèvres de Thomas avant qu'il ne puisse les retenir. Son ton n'était pas moqueur, mais de réelle surprise. Gabrielle soutint son regard avec dignité. Pour moi, un baiser n'est pas seulement un geste physique, c'est un don, une promesse, quelque chose de sacré. Elle fit une pause, observant sa réaction. « J'imagine que pour quelqu'un comme vous, cela doit sembler ridicule. »« Quelqu'un comme moi ?» questionna Thomas, se sentant simultanément exposé et intrigué. « Quelqu'un qui voit la vie comme une série de transactions, coût-bénéfice, investissement-retour. » Elle parlait sans jugement, constatant simplement un fait qui lui paraissait évident. Thomas ressentit un malaise inhabituel. Il n'était pas habitué à être lu avec tant de précision par quelqu'un qu'il venait de rencontrer. « Vous me connaissez depuis moins de 2 heures et vous avez déjà une théorie complète sur qui je suis. » Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Gabrielle. « Nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps pour reconnaître des schémas, Thomas. Vous évaluez chaque interaction selon son potentiel de retour. C'est ainsi que vous avez construit votre empire. » Elle regarda la montre délicate à son poignet. « Il se fait tard, je dois partir. »« Attendez, » insista Thomas. « Vous ne pouvez pas lâcher une bombe pareille et simplement vous en aller. » Il respira profondément
essayant d'organiser ses pensées. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» Les yeux de Gabriel, illuminés par le clair de lune parisien, se fixèrent sur les siens. « Parce que pendant un moment, quand nous parlions de votre enfance à Neuilly, j'ai vu quelque chose de différent en vous, quelque chose au-delà de l'homme d'affaires calculateur. Et peut-être que je voulais que vous sachiez qu'il existe des personnes qui valorisent des choses qui ne peuvent pas être quantifiées. » Un silence s'établit entre eux, rempli seulement par le son distant de la circulation parisienne et la musique étouffée venant de la salle de réception. « Vous n'avez jamais eu envie d'embrasser quelqu'un, je veux dire ?» demanda finalement Thomas. « Bien sûr que si, » répondit-elle avec une légère rougeur sur les joues. « Je ne suis pas une sainte, Thomas. Je suis simplement quelqu'un qui a décidé d'attendre quelque chose qui en vaille la peine, quelque chose de vrai. » À ce moment-là, sous les étoiles du ciel parisien, Thomas ressentit une connexion qui transcendait toute logique commerciale. Il y avait quelque chose chez Gabriel qui le défiait à repenser ses convictions les plus enracinées sur les relations et l'intimité. « Et si, » commença-t-il, hésitant, « et si vous trouviez quelqu'un qui en vaille la peine ?» Gabriel sourit un sourire mélancolique qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai cru l'avoir trouvé une fois, mais j'ai appris que les apparences sont trompeuses, surtout quand il s'agit d'hommes puissants. » Avant que Thomas puisse questionner le sens de ces paroles, ils furent interrompus par la sonnerie de son téléphone portable. Gabriel répondit rapidement, échangeant quelques mots à voix basse avant de raccrocher. « Maintenant, je dois vraiment partir, » dit-elle, se levant du banc. « Comment puis-je vous retrouver ?» demanda Thomas, ressentant une urgence qu'il ne pouvait pas expliquer. Gabriel hésita un moment avant de répondre. « Je serai à l'Institut Arts sans frontières, à Montmartre, demain après-midi. Je coordonne un atelier de peinture pour enfants à 15 heures. » Alors qu'elle s'éloignait, Thomas l'appela une fois de plus. « Gabriel, merci de m'avoir confié cela. À propos du baiser, je veux dire. » Elle se retourna, sa robe bleu marine, contrastant avec la pâleur de sa peau sous le clair de lune. « Ne me remerciez pas encore, Thomas Mercier. Vous ne savez pas encore si c'est une bénédiction ou une malédiction. » Et avec ces paroles énigmatiques, elle disparut dans la nuit, laissant Thomas avec un sentiment d'incomplétude qu'aucun contrat millionnaire n'avait jamais provoqué. De retour dans son appartement à Saint-Germain, Thomas n'arrivait pas à sortir Gabriel de ses pensées. Il se servit un whisky tout en observant les lumières de la ville par la fenêtre panoramique. Paris nocturne l'apaisait toujours, mais cette nuit-là, même la vue privilégiée ne parvenait pas à calmer son esprit. « N'a jamais embrassé personne », murmura-t-il pour lui-même encore incrédule. Dans son expérience, les personnes comme Gabrielle, belles, intelligentes, de famille influente, n'attendaient pas quelque chose de sacré. Elle prenait ce qu'elle voulait, quand elle le voulait, tout comme il l'avait toujours fait. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Richard Vallée, son avocat et ami de longue date. « Thomas, désolé d'appeler à cette heure, mais nous devons discuter de la proposition de la société lyonnaise. Ils ont augmenté l'offre et veulent une réponse d'ici demain midi. » « Combien ?» demanda Thomas automatiquement, son cerveau passant rapidement en mode affaires. « 30 millions au-dessus de ce dont nous avions discuté. C'est une proposition tentante. » N'importe quel autre soir, Thomas se serait enthousiasmé pour la nouvelle. Une affaire de cette ampleur signifiait non seulement du profit, mais aussi l'expansion de son influence vers Lyon. Cependant, tout ce à quoi il pouvait penser était l'Institut Arts sans frontières et l'atelier de peinture à 15 heures. « Nous en discuterons demain, Richard. J'ai un engagement important l'après-midi et je dois réorganiser mon agenda. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. En 15 ans de partenariat, Richard n'avait jamais entendu Thomas prioriser quoi que ce soit au-dessus des affaires. « Tout va bien, Thomas ? Tu sembles différent. »« Je vais très bien, » répondit-il, surpris par la sincérité dans sa voix. « En fait, je crois que je commence à voir certaines choses différemment. » Après avoir raccroché, Thomas passa des heures à faire des recherches sur l'Institut Arts sans frontières. Il découvrit qu'il s'agissait d'une ONG respectée, fondée par Gabriel Silver 3 ans auparavant. Le projet avait transformé la vie de centaines d'enfants de quartiers défavorisés grâce à l'art, offrant non seulement une formation artistique, mais aussi des perspectives d'avenir qui semblaient auparavant inaccessibles. Les photos montraient
Gabriel entouré d'enfants souriants, dans un environnement simple mais accueillant. Son visage illuminé par un sourire authentique contrastait avec l'expression contenue qu'elle avait présentée pendant le gala. Voilà la vraie Gabrielle, pensa Thomas. Pas l'héritière des Silver, mais une femme qui avait trouvé un but au-delà des privilèges de sa naissance. Un reportage en particulier attira son attention. Daté de 2 ans plus tôt, il parlait de comment Gabrielle avait investi tout son héritage personnel dans l'Institut, contrariant les conseils de son père Auguste Silver, qui considérait le projet comme un gaspillage de ressources. L'article mentionnait également une rupture familiale, suggérant que Gabrielle avait choisi sa voie, même si cela signifiait s'éloigner du confort et de la sécurité que sa famille lui procurait. Comment peut-on choisir de renoncer à tout? Cela, murmura Thomas, incapable de comprendre complètement la décision de Gabrielle. Dans son esprit, construit sur les fondements du pragmatisme financier, sacrifier la sécurité matérielle pour un idéal semblait impensable. Cependant, plus il lisait sur le travail de Gabrielle, plus il était intrigué. Il y avait un courage dans ses choix qui l'attirait et l'intimidait simultanément. Elle vivait selon ses convictions, quelque chose que Thomas, malgré tout son succès, n'avait jamais vraiment fait. Quand il se coucha finalement, il était déjà plus de 3 heures du matin. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut l'image de Gabrielle sous le clair de lune, révélant son secret le plus intime. « Je n'ai jamais embrassé personne ». Ces mots, prononcés avec tant de simplicité et en même temps avec une telle profondeur, avaient dérangé quelque chose en lui, comme si un château de cartes, soigneusement construit, commençait à s'effondrer. Le lendemain, Thomas se réveilla avec une résolution claire. Il connaîtrait l'Institut Arts sans frontières et, plus important encore, tenterait de comprendre la femme qui avait défié toutes ses certitudes en une seule nuit. Montmartre, avec ses rues arborées et ses maisons anciennes qui résistaient à la verticalisation de la ville, semblait un monde complètement différent du Paris que Thomas fréquentait. Il gara sa Porsche argentée devant une maison à la façade colorée où une plaque discrète annonçait « Institut Arts sans frontières ». Le contraste entre sa voiture de luxe et le décor environnant n'échappa pas aux habitants locaux qui lui lançaient des regards curieux. Thomas vérifia sa montre, 14h40. Il était en avance, comme d'habitude pour ses rendez-vous professionnels. Il ajusta le blazer bleu marine qu'il avait choisi pour remplacer les costumes formels qu'il portait normalement, dans une tentative consciente de paraître moins corporatif. En entrant dans l'Institut, il fut accueilli par un bourdonnement de voix enfantines et une musique douce. Les murs peints de couleurs vives exposaient des œuvres artistiques qui avaient clairement été réalisées par des enfants. Expression authentique de créativité sans les contraintes de la technique formelle. L'espace, bien que simple, transmettait une sensation d'accueil que Thomas expérimentait rarement dans ses environnements habituels. « Je peux vous aider ?» Une jeune femme d'environ 20 ans, aux cheveux bouclés attachés en un chignon décontracté, s'approcha avec un sourire. « Je cherche Gabrielle Silver. »« Elle m'attend », répondit Thomas, se rendant compte trop tard de la présomption dans ses paroles. La jeune femme l'examina avec curiosité. « Gabi n'a mentionné aucune visite aujourd'hui. Qui dois-je annoncer ?»« Thomas Mercier. Nous nous sommes rencontrés hier. » Un éclair de reconnaissance passa dans les yeux de la jeune femme. « Ah, l'homme d'affaires. Je suis Jeanne, coordinatrice de projet à l'Institut. » Son ton initialement amical acquit une note de prudence. « Gabi finalise quelques détails pour l'atelier. Vous pouvez attendre dans la salle de réunion. » Jeanne le conduisit dans une petite salle où une table simple en bois contrastait avec les chaises colorées autour. Sur les murs, outre des dessins d'enfants, il y avait des photos documentant la trajectoire de l'Institut, incluant plusieurs de Gabrielle enlacées avec des enfants souriants ou conversant avec des habitants du quartier. Après quelques minutes d'attente, la porte s'ouvrit. Ce n'était pas Gabrielle, mais Jeanne à nouveau, cette fois avec une expression préoccupée. « Monsieur Mercier, je crains que Gabrielle ne puisse pas vous recevoir aujourd'hui. Elle a dû partir en urgence. » Thomas ressentit une pointe de déception, qui le surprit par son intensité. Est-il arrivé quelque chose de grave? Jeanne hésita, comme si elle pesait combien elle pouvait révéler. Affaire personnelle. Elle s'est excusée
et a laissé ceci pour vous. » Elle tendit une enveloppe blanche, simple, avec son nom écrit dans une calligraphie élégante. « Quand revient-elle » insista Thomas, tenant l'enveloppe plus fermement qu'il ne le voulait. « Nous ne savons pas exactement. Gabrielle prend parfois, sans quelques jours pour elle-même. » Le ton de Jeanne suggérait que cette conversation était terminée. De retour dans sa voiture, Thomas contempla l'enveloppe pendant de longs moments avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva 2 feuilles de papier à lettres de haute qualité, remplies de la même calligraphie délicate que l'enveloppe. « Thomas, je vous présente mes excuses de ne pas être présente. Lorsque vous arriverez à l'Institut, croyez-moi, mon absence n'est pas un caprice, mais une nécessité. Notre conversation d'hier m'a touché plus que je ne voudrais l'admettre. Il y a quelque chose en vous qui éveille en moi des sentiments que j'avais juré de ne plus jamais permettre. Peut-être est-ce la vulnérabilité que j'ai entrevue derrière votre façade d'homme accompli, ou peut-être est-ce simplement ma tendance à chercher de la profondeur là où il n'y a que superficie. Vous devez être intrigué par ce que je vous ai dit sur le fait de n'avoir jamais embrassé personne. La vérité est plus complexe et d'une certaine façon plus banale qu'il n'y paraît. J'ai déjà aimé une fois, Thomas. J'ai aimé avec l'intensité de quelqu'un qui croit que l'amour peut transformer le monde. J'ai donné mon cœur, ma confiance et mes rêves à un homme qui, comme vous, avait construit un empire. Son nom n'importe pas maintenant. Mais ce qu'il a fait, oui. Il était l'un des principaux investisseurs de l'hôpital psychiatrique que mon père administrait. Un homme respecté, charismatique, philanthrope. Du moins, c'était l'image qu'il projetait. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif, très semblable au gala d'hier. Il m'a courtisé avec patience, respectant mes limites, se montrant véritablement intéressé par mes idéaux et projets sociaux. J'ai cru avoir trouvé quelqu'un qui partageait ma vision du monde, quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de significatif. Quand j'ai finalement décidé que j'étais prête à franchir la prochaine étape dans notre relation, j'ai découvert la vérité. Il avait utilisé notre proximité pour obtenir des informations privilégiées sur les finances des hôpitaux Silver. Un schéma élaboré qui a failli conduire ma famille à la faillite. Tout n'était qu'une stratégie, méticuleusement planifiée. Je n'étais qu'un moyen d'atteindre une fin, une variable dans son équation de profit. Quand je l'ai confronté, il n'a pas nié. Au contraire, il semblait presque fier de son astuce. Les affaires sont les affaires, ma chère. Ne mélangez pas les choses, furent ses mots exacts, comme si mes sentiments étaient un inconvénient, un effet secondaire désagréable d'une transaction réussie. C'est alors que j'ai pris une décision. Je ne permettrai jamais que mes sentiments soient utilisés comme outil de négociation. Le baiser que j'étais sur le point de donner est devenu dans mon esprit un symbole de cette résolution. J'ai décidé que je ne l'accorderai qu'à quelqu'un qui prouverait valoriser ce qui ne peut pas être quantifié en termes monétaires. J'ai utilisé mon héritage personnel pour couvrir une partie des pertes qu'il avait causées, et j'ai fondé l'Institut comme moyen de canaliser ma douleur en quelque chose de constructif. Mon père ne m'a jamais pardonné d'avoir été le maillon vulnérable qu'il a exploité. Notre relation n'a plus jamais été la même. Alors, quand je vous ai vu hier, si sûr dans votre univers de transactions calculées, quelque chose en moi s'est agité. J'ai vu en vous la même confiance, le même regard de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et comment l'obtenir. Et pourtant, pendant un bref instant, quand vous avez parlé de votre mère et de votre enfance à Neuilly, j'ai entrevu quelque chose de différent, une fissure dans l'armure, une possibilité. Mais je ne peux pas risquer à nouveau, Thomas. Je ne peux pas permettre à cette possibilité de m'aveugler au risque. Alors, je m'éloigne. Pour quelques jours, peut-être plus. J'ai besoin de retrouver mon équilibre, de me rappeler mes priorités. Si, quand je reviendrai, vous êtes toujours intéressé à connaître l'Institut et notre travail, vous serez le bienvenu. En tant que visiteur, en tant que possible soutien de notre cause. Rien de plus. Gabrielle. Thomas relut la lettre plusieurs fois, absorbant chaque mot comme s'ils étaient des pièces d'un puzzle qu'il avait désespérément besoin d'assembler. La révélation sur le passé de Gabrielle jetait une nouvelle lumière sur son hésitation, son scepticisme à son égard. Ce n'était pas seulement un choix philosophique ou moral, c'était une blessure profonde, une cicatrice encore en processus de guérison. Et le pire, il reconnaissait dans l'homme qu'il avait blessé
le même calcul froid qu'il appliquait dans ses propres relations. Combien de fois n'avait-il pas évalué les gens par ce qu'ils pourraient ajouter à son réseau de contacts, à son image publique, à ses affaires? Combien de fois n'avait-il pas mis fin à des relations quand elles ne servaient plus ses objectifs? « Tu es exactement comme lui », murmura-t-il pour lui-même, sentant une vague de nausée en reconnaissant la vérité dans ses paroles. Mais il y avait une autre vérité qu'il ne pouvait ignorer. Quelque chose chez Gabrielle l'avait profondément touché. Ce n'était pas seulement une attraction physique ou intellectuelle. C'était comme si elle avait réveillé une partie de lui qui était restée endormie depuis si longtemps qu'il en avait oublié l'existence. Il rangea soigneusement la lettre dans la poche intérieure de son blazer et démarra la voiture. Au lieu de retourner au bureau comme prévu, il conduisit sans but dans les rues de Paris, essayant d'organiser le tourbillon de pensées et d'émotions qui l'envahissaient. Il finit par s'arrêter à un belvédère qui offrait une vue panoramique de la ville. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, illuminant la Seine comme s'il déversait de l'or liquide sur les eaux. Paris, vu de cette perspective, semblait infiniment plus complexe et beau que lorsqu'il l'observait depuis les fenêtres de son bureau. Comment quelqu'un retrouve-t-il la confiance après une trahison pareille? Demanda-t-il à voix haute, comme si la ville pouvait répondre. La brise du soir fut sa seule réponse. Son téléphone sonna avec insistance dans sa poche. Richard, son avocat, voulant probablement discuter de la proposition de la société lyonnaise qui expirerait dans quelques heures. Pour la première fois de sa carrière, Thomas ignora délibérément un appel d'affaires. À la place, il prit son téléphone et chercha le numéro de Jeanne, qu'il avait noté avant de quitter l'Institut, prévoyant qu'il pourrait avoir besoin d'un contact. « Jeanne, c'est Thomas Mercier, je dois trouver Gabrielle. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne, avant que la jeune femme ne réponde avec prudence. « Monsieur Mercier, comme je l'ai déjà expliqué, Gabrielle a pris quelques jours pour elle. Elle fait cela régulièrement. Respecter cet espace est important. » Thomas respira profondément, essayant de contrôler l'urgence dans sa voix. « Je comprends et je respecte cela, mais je dois lui parler, c'est important. Elle m'a laissé une lettre expliquant son passé à propos de l'homme qui l'a blessée. Elle vous a raconté cela. » La surprise était évidente dans la voix de Jeanne. « Gabrielle ne parle jamais de ce sujet avec personne. »« S'il vous plaît, » insista Thomas, se surprenant par la sincérité dans sa propre supplication. « Je n'essaie pas de forcer quoi que ce soit. Je veux juste une chance de lui parler, de lui expliquer que je ne suis pas comme lui. » Jeanne soupira. « Écoutez, je ne peux pas vous dire où elle est exactement parce que je ne le sais même pas. Mais il y a un endroit où Gabrielle va souvent quand elle a besoin de réfléchir, le parc Monceau. Elle a un endroit préféré là-bas, près du lac, où elle reste souvent à dessiner pendant des heures. Merci Jeanne, vraiment. Monsieur Mercier. » Sa voix prit un ton d'avertissement. « Si vous vous souciez vraiment de Gabrielle, comprenez qu'elle porte des cicatrices profondes. Ce n'est pas seulement une question de cœur brisé, c'est une question de confiance complètement détruite. » Thomas raccrocha avec ces mots résonnant dans son esprit. Le soleil s'était déjà couché quand il arriva au parc Monceau. Les lumières du jardin historique éclairèrent partiellement les chemins, créant un jeu d'ombres entre les arbres centenaires. Le petit palais néoclassique en arrière-plan, avec son bassin aux eaux verdâtres, prêtait à la scène une aura presque mystique. Il marcha dans les jardins sans direction claire, guidé seulement par la vague indication de Jeanne sur le lac. Après quelques minutes de recherche, il aperçut une silhouette solitaire assise sur un banc de pierre, penchée sur ce qui semblait être un carnet de croquis. Même à distance, il reconnut Gabrielle à sa posture et à la façon dont ses cheveux tombaient sur son visage concentré. Thomas hésita. L'envahir dans son refuge pourrait l'éloigner encore plus. Mais l'urgence de clarifier les choses, de montrer qu'il pouvait être différent, l'emporta sur son hésitation. Il s'approcha lentement, faisant suffisamment de bruit pour ne pas l'effrayer. Gabrielle leva les yeux, et son visage exprima une séquence rapide d'émotions, surprise, irritation et enfin une résignation fatiguée. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, fermant son carnet de croquis. « Jeanne a mentionné que vous aimez cet endroit, » répondit Thomas, gardant une distance respectueuse. « Puis-je m'asseoir » Gabrielle indiqua l'espace à côté d'elle sur le banc d'un geste réticent. « Je ne sais pas si c'était une bonne idée de vous avoir écrit cette lettre. »« Au contraire, » dit Thomas,
s'asseyant. C'était probablement la chose la plus honnête que quelqu'un ait partagée avec moi depuis des années. Le silence qui suivit était lourd, chargé de mots non dits. Au loin, le son doux de l'eau coulant dans les lacs artificiels du parc créait une bande sonore, appropriément mélancolique. « Je ne suis pas comme lui, Gabriel », dit finalement Thomas, regardant non, pas elle, mais la lune qui se reflétait dans l'eau immobile du lac. « Vous ne savez même pas qui il est », répliqua-t-elle avec un léger sourire ironique. « Je sais assez. Je sais qu'il a utilisé vos sentiments comme outil pour atteindre des objectifs financiers. Et je sais aussi que... » Thomas hésita, la vérité difficile se formant sur ses lèvres, « que j'ai été ainsi, que j'ai traité les gens comme des moyens pour atteindre des fins, que j'ai calculé la valeur des relations basée sur ce qu'elles pouvaient m'offrir. » Gabriel l'étudiait intensément, ses yeux cherchant des signes de fausseté dans cette confession. « Mais hier, quand vous m'avez dit que vous n'aviez jamais embrassé personne, quelque chose a changé, » continua-t-il. « Je ne peux pas expliquer. » Exactement quoi. C'était comme si un rideau avait été levé et que je pouvais enfin voir à quel point ma vie a été vide. De belles paroles, commenta Gabriel, son ton s'adoucissant légèrement. Mais les paroles sont faciles. Thomas, les actions exigent beaucoup plus. Il acquiesça, reconnaissant la justesse de cette observation. C'est pourquoi je suis ici, non pas pour faire des promesses, mais pour montrer que je suis prêt à agir différemment. Pour commencer, j'ai annulé une affaire de 30 millions. Aujourd'hui, cela sembla capturer véritablement son attention. Pourquoi? Parce que la société lyonnaise qui voulait acheter mon terrain à Saint-Germain prévoit de construire une résidence de luxe qui déplacerait des dizaines de familles vivant dans le quartier adjacent. Je le savais depuis des semaines, mais j'étais prêt à l'ignorer au nom du profit. Thomas secoua la tête comme s'il assimilait encore sa propre décision. Après avoir lu votre lettre, j'ai réalisé que je ne pouvais plus prétendre que les chiffres dans les tableaux n'ont pas d'impact réel sur la vie des gens. Gabrielle l'observa pendant un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer un puzzle particulièrement complexe. Finalement, elle ouvrit son carnet de croquis et le tourna vers lui. Sur la page, une esquisse au fusain montrait Thomas lui-même au moment où ils s'étaient rencontrés, observant l'horizon depuis la fenêtre du Palais Royal. Le dessin capturait non seulement son apparence physique, mais une certaine solitude dans sa posture qu'il n'avait jamais remarquée lui-même. « Vous m'intriguez, Thomas Mercier, » dit-elle doucement. « Il y a quelque chose en vous que je n'arrive pas à déchiffrer complètement. Une contradiction. » « Quelle contradiction ?» Entre l'homme qui a construit un empire en calculant chaque mouvement et le garçon de Neuilly qui porte encore le poids des attentes de sa mère. Les mots frappèrent Thomas avec une précision chirurgicale. Il n'avait jamais pensé à lui-même en ces termes, mais l'observation résonnait avec une vérité qu'il ne pouvait nier. « Comment pouvez-vous voir cela si clairement ?» demanda-t-il, véritablement curieux. Gabriel haussa les épaules. « Peut-être parce que je vis aussi une contradiction. Entre l'héritière des Silver et la femme qui a renoncé à tout pour un idéal. » À ce moment, assis côte à côte dans le silence confortable qui s'établit entre eux, Thomas ressentit une connexion qui transcendait les mots. C'était comme si, d'une certaine façon, ils se reconnaissaient l'un l'autre à un niveau plus profond que n'importe quelle conversation ne pourrait atteindre. « Dans votre lettre, » commença Thomas avec hésitation, « vous avez mentionné que, pendant un moment, vous avez entrevu quelque chose de différent en moi. Une fissure dans l'armure. Avez-vous dit? Qu'était-ce » Gabriel réfléchit un moment. « Quand vous avez parlé de votre mère, de comment elle a tout sacrifié pour que vous puissiez étudier dans les meilleures écoles, il y avait un respect authentique dans votre voix, une gratitude qui ne semblait pas calculée. » Elle fit une pause. « C'était la première fois que je vous voyais parler de quelque chose qui clairement ne pouvait pas être converti en valeur monétaire. » Thomas sourit, se souvenant du moment. « Savez-vous ce qui est ironique? Ma mère disait toujours que le plus grand investissement que nous puissions faire est dans l'amour. Je répondais habituellement que l'amour était une mauvaise affaire. »« Et que pensez-vous maintenant ?» demanda Gabriel, son ton plus doux que Thomas ne l'avait jamais entendu. Avant qu'il ne puisse répondre, un petit objet brillant tomba du carnet de croquis de Gabriel. Thomas le ramassa automatiquement. C'était un petit pendentif en argent, en forme de colibri, attaché à une fine chaîne également en argent. « Mon porte-bonheur » expliqua Gabriel, tendant la main pour le reprendre.
C'était un cadeau de ma grand-mère quand j'avais 10 ans. Elle disait que le colibri représente la recherche de ce qui est doux dans la vie, même dans les endroits les plus improbables. Thomas lui rendit le pendentif, ses doigts touchant légèrement les siens dans le processus. Ce bref contact envoya un courant électrique dans son corps qu'aucune réussite professionnelle n'avait jamais provoqué. « Vous l'avez mentionné dans la lettre », se souvint-il. « Vous avez dit que vous le portiez comme un rappel de vos priorités. » Gabrielle acquiesça, surprise qu'il ait remarqué ce détail. « C'est ce qui me maintient ancré quand je me sens à la dérive. Un rappel qu'il y a des choses dans la vie qui ne peuvent être ni achetées ni vendues. » Le son de son téléphone portable interrompit le moment. Gabrielle regarda l'écran et fronça les sourcils. « Je dois partir, » dit-elle, rangeant rapidement son carnet et le pendentif dans son sac. « Un des enfants de l'Institut est à l'hôpital. Rien de grave, mais j'ai promis à sa mère que je serai présente. » Thomas se leva en même temps qu'elle. « Je peux vous conduire. »« Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà appelé un taxi. » Gabrielle appela Thomas alors qu'elle s'éloignait déjà. « Puis-je vous revoir ?» Elle hésita et pendant un moment Thomas craignit que la réponse soit négative. Mais alors, avec un petit sourire, Gabrielle répondit « L'Institut est toujours ouvert aux visiteurs intéressés par notre travail. J'y serai demain, à partir de 10 heures. » Tandis qu'il la regardait partir, Thomas réalisa que, pour la première fois depuis des années, il ne calculait pas les risques et les bénéfices. Il n'évaluait pas un possible retour sur investissement émotionnel. Il ressentait simplement quelque chose qu'il avait oublié comment faire depuis longtemps. L'hôpital Silver, situé dans le quartier de Passy, était une structure imposante qui arborait le nom de famille de Gabrielle en lettres dorées sur la façade. Quand Thomas arriva au service pédiatrique le lendemain matin, portant un ours en peluche disproportionné sous le bras, il se sentit étrangement déplacé dans ses vêtements décontractés, jeans et polo, un choix délibéré pour se distancer de sa persona habituelle. « Bonjour, je cherche la chambre de Julie Constantin », dit-il à la réceptionniste, qui lui lança un regard curieux en remarquant l'énorme ours. « Chambre 302, 3e étage. »« Vous êtes un parent ?»« Un ami de la famille », répondit Thomas, se sentant étrange d'utiliser une définition si vague, mais qui, d'une certaine façon, semblait plus vrai que n'importe quelle étiquette formelle aurait pu exprimer. En entrant dans l'ascenseur, son reflet dans le miroir le fit s'arrêter un moment. Il y avait quelque chose de différent dans son apparence, un adoucissement des lignes dures qui marquaient normalement son visage, une lueur dans les yeux qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Tu es méconnaissable, Thomas Mercier », murmura-t-il pour lui-même. Le 3e étage était un monde à part, décoré avec des thèmes enfantins qui contrastaient avec la sophistication clinique du reste de l'hôpital. Il trouva facilement la chambre 302 et hésita un moment avant de frapper à la porte entr'ouverte. À l'intérieur, une fillette d'environ 8 ans était assise sur le lit, le bras droit plâtré et une expression contrariée sur le visage. À ses côtés, Gabrielle lisait un livre pour enfants, faisant des voix différentes pour chaque personnage, arrachant des rires occasionnels à la petite patiente. De l'autre côté du lit, une femme d'âge moyen que Thomas présuma être la mère de l'enfant observait la scène avec une gratitude évidente. Ce fut la fillette qui remarqua sa présence en premier. « Regarde quel ours géant !» s'exclama-t-elle, ses yeux s'écarquillant d'étonnement. Gabrielle leva les yeux du livre, et la surprise sur son visage en voyant Thomas fut rapidement remplacée par un sourire prudent. « Thomas, que faites-vous ici ?»« J'ai entendu dire que Julie avait besoin d'un peu de compagnie supplémentaire, » répondit-il, entrant dans la chambre et tendant l'ours à la fillette, qui l'étreignit immédiatement malgré sa taille presque égale à la sienne. « Comment l'avez-vous su qu'elle était ?»« Ça ici ?» demanda Gabrielle, fermant le livre. « J'ai mes contacts, » répondit-il avec un sourire énigmatique. En réalité, il avait simplement appelé Jeanne plus tôt, demandant des nouvelles de l'enfant mentionné par Gabrielle la veille. La mère de Julie se leva, tendant la main. « Je suis Martine Constantin. Vous êtes un ami de Gabrielle. »« Thomas Mercier, » se présenta-t-il. « J'ai rencontré Gabrielle récemment et j'ai entendu parler du travail incroyable qu'elle fait à l'Institut. » La reconnaissance brilla dans les yeux de Martine. L'homme d'affaires, celui des revitalisations du centre-ville? Thomas acquiesça, se sentant mal à l'aise face à l'admiration dans le regard de la femme. Le même.
Vous êtes célèbre ?» déclara Julie avec la franchise typique des enfants. « J'ai vu votre photo dans le magazine que ma mère lit. Vous êtes riche, n'est-ce pas ?» « Julie !» réprimanda Martine, embarrassée. Thomas rit, véritablement amusé par la question. Direct. « J'ai assez pour acheter des ours en peluche. Géants !» répondit-il, faisant un clin d'œil à la fillette qui sourit en retour. Gabrielle observait l'interaction avec une expression difficile à déchiffrer, quelque chose entre surprise et prudence, comme si elle recalibrait sa perception, de lui à chaque instant. « Julie est notre artiste la plus prometteuse à l'Institut », expliqua Gabrielle, retrouvant sa contenance. « Elle est tombée de la balançoire hier en essayant de voler comme les oiseaux dans ses dessins. Ça valait le coup, déclara la fillette avec conviction. J'ai presque réussi, tu sais. Si la balançoire ne s'était pas cassée, j'aurais vraiment volé. » Tous rirent. Et pendant un moment, l'atmosphère dans la chambre fut d'une pure légèreté. Thomas ressentit quelque chose d'inconnu s'étendre dans sa poitrine, une sensation d'appartenance qu'il n'avait jamais éprouvée dans les salles de réunion ou les événements de gala. Après quelques minutes de conversation détendue, Martine annonça qu'elle devait régler quelques détails concernant la sortie de l'hôpital de Julie, prévue pour cet après-midi. « Je peux rester avec elle pendant que vous réglez cela », proposa Gabrielle. « En fait, » intervint Thomas, « j'aimerais vous parler, Gabrielle, à propos d'une idée pour l'Institut. Si Martine ne voit pas d'inconvénient à rester avec Julie quelques minutes, » Martine fit un signe d'assentiment et Gabrielle, après un moment d'hésitation, se leva. « Je reviens bientôt, Ju. Continue à pratiquer cette technique d'ombrage que je t'ai enseignée, d'accord ?» Dans le couloir, loin des oreilles curieuses de Julie, Gabrielle croisa les bras dans une posture défensive. « Quelle idée, Thomas! Et ne me dites pas que vous êtes venu jusqu'ici juste pour livrer un ours en peluche. En fait, je suis venu pour vous, » répondit-il avec une sincérité qui sembla la désarmer momentanément. « Et l'idée est réelle. Après avoir visité l'Institut hier, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais contribuer de manière plus significative qu'un simple don. » Gabrielle se détendit légèrement, mais la prudence demeurait dans ses yeux. « Je vous écoute. J'ai un terrain dans le centre-ville, près de la place de la Liberté. Je prévoyais d'y construire un complexe commercial, mais après avoir vu le travail que vous faites... » Thomas fit une pause, réorganisant ses pensées. « Et si nous transformions cet espace en une extension de l'Institut, un centre culturel complet, avec des salles pour des ateliers, une galerie pour exposer les travaux des enfants, même un petit théâtre. » Gabrielle le regarda en silence pendant plusieurs secondes, comme si elle essayait de voir au-delà de ses paroles. « Cela vaudrait des millions, Thomas. Pourquoi feriez-vous cela ?» C'était la question qu'il se posait depuis que l'idée avait surgi durant sa nuit d'insomnie. « Parce que je veux faire quelque chose qui ait une signification réelle. Quelque chose au-delà de simplement accumuler plus d'argent et de pouvoir. » Et ce changement de cœur est arrivé comme ça, en 2 jours. Le scepticisme dans sa voix était palpable. « Pas comme ça, » répondit Thomas, s'approchant d'un pas. « C'est arrivé parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur le succès et la valeur. Quelqu'un qui a eu le courage de suivre ses convictions, même quand cela signifiait renoncer au confort et à la sécurité. » Gabrielle détourna le regard, visiblement affectée par ces paroles, mais encore résistante. « Beau discours, mais j'ai du mal à croire à des transformations aussi soudaines. »« Je ne vous demande pas d'y croire maintenant, » dit doucement Thomas. « Je vous demande simplement de me donner la chance de prouver par des actions ce que je dis, avec des mots. » Un silence s'étendit entre eux, rempli seulement par les sons distants de conversation et d'équipements médicaux de l'hôpital. Finalement, Gabrielle soupira. « Allons-y doucement, Thomas. Si vous voulez vraiment contribuer à l'Institut, commencez par connaître véritablement notre travail. Pas comme un visiteur illustre, mais comme quelqu'un prêt à retrousser ses manches. » « C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, » répondit-il avec un sourire. « D'ailleurs, j'ai déjà prévenu mon équipe que je serai absent du bureau pour les prochains jours. Je suis complètement à la disposition de l'Institut. » La surprise sur le visage de Gabrielle était authentique. « Vous, le bourreau de travail, célèbre du marché immobilier, prenant des jours de congé pour jouer aux bénévoles. »« Ce n'est pas un jeu pour moi, » répondit-il, son ton plus sérieux. « C'est une opportunité de découvrir s'il y a encore quelque chose au-delà de l'homme d'affaires que je suis devenu. » Avant que Gabrielle puisse répondre,
la porte de la chambre s'ouvrit et Julie apparut, soutenue par Martine. « Tante Gabi, le médecin a dit que je peux déjà rentrer à la maison. Et devine quoi? Maman a dit que je peux garder l'ours géant. » Gabrielle sourit à la fillette, son expression s'adoucissant instantanément. « C'est super, Jus. Mais rappelle-toi que tu dois encore reposer ce bras, d'accord? Pas d'essai de vol pour l'instant. »« Puis-je vous rendre visite à l'Institut la semaine prochaine ?» demanda Thomas à la fillette, s'abaissant pour être à la hauteur de ses yeux. « Bien sûr, je vous montrerai mes dessins. Je fais les meilleurs oiseaux de toute la classe. » déclara Julie avec fierté. « J'en suis certain, » répondit Thomas, ressentant une vague d'affection pour la petite artiste qu'il connaissait à peine. Après avoir pris congé de Julie et Martine, Thomas et Gabrielle marchèrent ensemble jusqu'au parking de l'hôpital. La journée était claire, le ciel d'un bleu intense qui semblait refléter la sensation de possibilité qui planait entre eux. « Ma voiture reste là-bas, » indiqua Thomas. « Je peux vous conduire jusqu'à l'Institut. » Gabrielle hésita, jouant distraitement avec le pendentif de colibri qu'elle portait au cou. « Avant cela, il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. Si vous êtes vraiment disposé à connaître notre travail, vous devriez commencer par le début. »« Je suis tout oui, » répondit Thomas intrigué. « Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, » dit Gabrielle avec un petit sourire. « C'est quelque chose qui se ressent. Vous me faites confiance. » La question flotta entre eux, chargée de signification qui allait bien au-delà de ce moment spécifique. Thomas réalisa que sa réponse n'était pas seulement à propos d'accompagner Gabrielle dans un lieu inconnu, c'était à propos d'être prêt à s'embarquer dans un voyage sans garantie, sans contrat, sans tableau de coûts-bénéfices. « Je vous fais confiance, » répondit-il simplement, lui remettant les clés de sa voiture. Belleville s'élevait majestueusement au-dessus de la ville, offrant l'une des vues les plus impressionnantes de Paris. Tandis que la Porsche de Thomas montait lentement les rues escarpées et étroites du quartier populaire, guidée par Gabrielle avec une surprenante familiarité, les regards curieux des habitants suivaient le véhicule luxueux rarement vu dans ce territoire. « Je n'imaginais pas que vous sachiez si bien conduire », commenta Thomas, impressionné par l'habileté de Gabrielle à naviguer dans les voies compliquées. Gabrielle sourit, gardant les yeux sur la route. « Il y a beaucoup de choses sur moi que vous n'imaginez pas, Thomas Mercier. » Et ils se garèrent près d'un petit bâtiment coloré, dont la façade était couverte par une fresque vibrante, représentant des enfants jouant sous un ciel étoilé. Une simple plaque annonçait « Projet Hales », une initiative de l'Institut Car sans frontières. « C'est ici que tout a commencé », expliqua Gabrielle tandis qu'ils sortirent de la voiture. « Avant l'Institut à Montmartre, il n'y avait que cet espace, une salle prêtée par l'association des habitants et la volonté de faire une différence. » En entrant dans le bâtiment, ils furent accueillis par une cacophonie de voix enfantines et le son d'instruments de musique jouait avec plus d'enthousiasme que de technique. L'espace intérieur, bien que petit, était accueillant et plein de vie. Des murs couverts de dessins, des instruments de musique adaptés à partir de matériaux recyclés et des enfants de tous âges impliqués dans différentes activités artistiques. Une dame d'environ 60 ans, aux cheveux gris attachés en chignon et au sourire chaleureux, s'approcha dès qu'elle vit Gabrielle. « Ma petite, quelle bonne surprise! Ça fait presque 2 semaines que tu n'es pas venue ici, » s'exclama-t-elle, embrassant Gabrielle avec une affection évidente. « Madame Zélie, voici Thomas Mercier. Thomas, voici Madame Zélie, la véritable fondatrice du projet Hale, bien qu'elle refuse toujours le titre. » La dame examina Thomas avec des yeux perspicaces qui contrastaient avec son sourire aimable. « Alors c'est le fameux homme d'affaires. Gabrielle m'a appelé hier pour me parler de vous. » Son ton laissait entendre que, quelle que soit la conversation, elle avait inclus des avertissements. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Zélie, » répondit Thomas, tendant la main qui fut promptement ignorée en faveur d'une étreinte serrée qui le prit au dépourvu. « Ici à Belleville, on ne se salue pas avec formalité, mon garçon. Si vous êtes venu connaître notre travail, vous faites déjà pratiquement partie de la famille. » Pendant les 2 heures suivantes, Thomas fut guidé par Gabrielle et Madame Zélie à travers les activités du projet Hales. Il rencontra des adolescents qui avaient trouvé dans la musique une alternative à la délinquance, des enfants qui exprimaient à travers la peinture des traumatismes qu'ils ne pouvaient pas verbaliser, et des jeunes qui, inspirés par le projet, avaient obtenu des bourses d'études dans des écoles d'art.
Ce qui l'impressionna le plus, cependant, ne fut pas les résultats tangibles, mais la transformation visible qui se produisait dans l'expression de Gabrielle alors qu'elle interagissait avec chaque enfant et adolescent. Là, loin des salons luxueux et des attentes sociales associées au nom Silver, elle semblait complètement dans son élément, authentique, vibrante, libre. « Tante Gabi, regarde ce que j'ai fait !» Un garçon d'environ 6 ans courut vers Gabrielle tenant un dessin coloré. « C'est le colibri que tu m'as appris à dessiner. » Gabrielle s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon, examinant le dessin avec un intérêt authentique. « Luc, c'est incroyable. Tu as parfaitement capturé les couleurs des plumes. Je suis fier de toi. » Le garçon sourit, rayonnant, sous le compliment, avant de remarquer la présence de Thomas. « Qui est le monsieur aux vêtements de centre commercial ?» Gabrielle rit de la description. « C'est mon ami Thomas. Il est venu connaître notre projet. » Luc tendit le dessin à Thomas, avec sérieux. « Vous pouvez le garder, pour vous souvenir de nous quand vous retournerez dans votre monde. » La simplicité et la profondeur de ces paroles frappèrent Thomas comme un coup physique. Votre monde, comme s'il y avait une division infranchissable entre la réalité de ses enfants et la sienne. Et il y en avait une, il le savait. Une division que des personnes comme lui aidaient à maintenir, même indirectement, à travers un système qui privilégiait certains aux dépens de beaucoup. C'est un cadeau très spécial. « Luc, je le garderai précieusement, » répondit-il, recevant le dessin avec la solennité que le moment exigeait. Plus tard, assis sur une petite terrasse qui offrait une vue panoramique sur Paris, Thomas et Gabrielle partageaient une collation simple préparée par Madame Zélie, semoule au lait de coco et café fort. « Comment tout cela a-t-il commencé ?» demanda Thomas, véritablement curieux. « Qu'est-ce qui a fait que l'héritière des hôpitaux Silver a échangé des cocktails au champagne contre des ateliers d'art dans des quartiers populaires ?» Gabrielle contempla l'horizon un moment avant de répondre. « Après le incident, avec cet homme que j'ai mentionné dans la lettre, je suis entré dans une sorte d'effondrement. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je ne voyais de but en rien. C'est Madame Zélie qui m'a sauvé. » « Comment l'avez-vous rencontrée ?»« Elle travaillait comme cuisinière dans la maison de ma famille. Pendant ma période la plus sombre, elle a été la seule à pouvoir m'atteindre. Un jour, elle m'a simplement dit « Ma petite, si tu te sens si mal d'avoir été utilisée, imagine comment se sentent ceux qui sont utilisés toute leur vie et n'ont jamais eu le privilège d'un choix. » Le lendemain, elle m'a amené connaître Belleville. Thomas absorba ces paroles, sentant leur impact. « Au début, je venais juste pour observer, » continua Gabrielle. « Puis, j'ai commencé à offrir des cours de dessin. Une chose en a entraîné une autre, et avant que je ne m'en rende compte, j'avais trouvé un but plus grand que mes propres problèmes. Et votre famille, comment ont-ils réagi ?» Un sourire triste traversa le visage de Gabrielle. « Mon père a considéré cela comme une phase, un caprice pour attirer l'attention. Quand il a réalisé que j'étais sérieuse au sujet d'investir mon héritage dans le projet, il a tenté de m'interdire juridiquement, alléguant une instabilité émotionnelle. « Mon Dieu !» murmura Thomas, choqué. « Ça n'a pas marché, évidemment, mais notre relation n'a plus jamais été la même. Pour lui, j'ai choisi le mauvais côté de la ville, le mauvais côté de la vie. » Gabrielle soupira. « Le plus drôle, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi certaine de quelque chose que de ce travail. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé de réflexion. Thomas regardait les contrastes criants de la ville qui s'étendaient en dessous d'eux, les immeubles luxueux de Saint-Germain contrastant avec les constructions simples de Belleville, tous sous le même ciel, tous faisant partie du même paysage. « Merci de m'avoir amené ici, » dit-il finalement. « Pourquoi ?» demanda Gabrielle, se tournant pour le regarder. « Parce que je comprends enfin ce que vous vouliez dire à propos des valeurs qui ne peuvent pas être calculées en termes de profit et de perte. En voyant ces enfants, le travail que vous faites, c'est quelque chose qui transcende n'importe quel tableau. » Gabrielle étudia son visage comme si elle cherchait des signes de fausseté. Apparemment satisfaite de ce qu'elle vit, elle acquiesça légèrement. « Savez-vous ce qui me fascine le plus dans le projet Hales ?» demanda-t-elle. « Ce ne sont pas seulement les enfants qui se transforment. Nous sommes tous transformés dans le processus. Je suis moi-même devenu une personne complètement différente depuis que j'ai commencé. »
Comment étiez-vous avant ? Demanda Thomas, essayant d'imaginer une version de Gabrielle qui ne serait pas la femme déterminée et passionnée qu'il avait devant lui. Elle rit doucement, superficielle, préoccupée par les apparences, complètement ignorante de mes privilèges et des responsabilités qu'ils impliquent. Elle fit une pause. Pas très différente de vous, j'imagine. Au lieu de s'offenser, Thomas reconnut la vérité dans ses paroles. Touché, bien que je dirais que je suis toujours ainsi, je commence juste à voir au-delà de cette bulle. C'est un début, répondit Gabrielle avec un sourire encourageant. La question est, que ferez-vous de cette nouvelle vision ? C'était exactement la question qui avait occupé l'esprit de Thomas durant toute la nuit précédente. Je pense sérieusement à l'idée que j'ai mentionnée, transformer ce terrain du centre-ville en une extension de l'Institut. Mais plus que cela, il hésita, organisant ses pensées. Je veux repenser tous mes projets de revitalisation urbaine, trouver des moyens de développer sans déplacer des communautés, de croître sans exclure. Les yeux de Gabrielle brillèrent, avec quelque chose qui semblait être de l'espoir mêlé de prudence. Ce serait révolutionnaire, mais aussi extrêmement difficile dans un marché comme l'immobilier, où le profit est pratiquement un dieu. C'est exactement pour cela que je dois essayer, répondit Thomas avec une conviction croissante. J'ai des ressources, de l'influence, des connexions. Si je n'utilise pas tout cela pour faire une différence, quel est le but ? Gabrielle tendit la main, touchant légèrement celle de Thomas, dans un geste qui semblait sceller un pacte non verbalisé. Si vous êtes vraiment engagé dans cette idée, je peux vous aider. Je connais des personnes, architectes, urbanistes, leaders communautaires, qui pensent de cette façon depuis des années, mais qui trouvent rarement des investisseurs disposés à les écouter. Ce serait inestimable, répondit Thomas, conscient de l'électricité qui semblait couler du simple contact de leurs mains. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en teintes vibrantes d'orange et de rose. La brise douce apportait l'odeur de la ville mêlée aux arômes caractéristiques du quartier. Cuisine maison, musique, vie pulsante. « Gabrielle, dit doucement Thomas, à propos de ce que vous m'avez confié cette nuit-là, sur le fait de n'avoir jamais embrassé personne. » Elle retira sa main, une rougeur montant dans son cou. « Nous n'avons pas besoin de parler de cela. »« Ce n'est pas ce que vous pensez, assura-t-il rapidement. Je voulais juste dire que je comprends maintenant. Je comprends la valeur de réserver quelque chose de spécial pour quelqu'un qui le mérite, quelqu'un qui voit au-delà des apparences, au-delà des transactions. » Gabrielle le regarda pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose dans les siens. « Que faisons-nous, Thomas? Qu'est-ce que c'est entre nous ?» La question flotta entre eux, aussi vaste que le ciel qui s'étendait au-dessus. Thomas savait que sa réponse pourrait tout changer, pourrait les rapprocher ou les éloigner définitivement. « Je ne sais pas exactement, » répondit-il avec sincérité. « Mais pour la première fois de ma vie, je n'essaie pas de calculer le résultat avant de commencer. Je suis simplement en train de ressentir. » Un sourire lent se forma sur les lèvres de Gabrielle. Pour un homme qui a construit un empire, basé sur des calculs précis, c'est pratiquement une déclaration révolutionnaire. « Vous me transformez », admit Thomas, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. « En quelques jours seulement, vous avez changé la façon dont je vois tout, mon travail, ma vie, mon but. » « J'ai peur de cela, » confessa Gabrielle, sa voix presque un murmure. « Peur de croire, de faire confiance à nouveau. »« Je sais, » répondit Thomas, résistant à l'impulsion de prendre ses mains dans les siennes. « Et je ne vous demande pas de me faire entièrement confiance, pas encore. Je vous demande seulement une chance de prouver par des actions que je suis différent de l'homme qui vous a blessé, que je peux être quelqu'un de meilleur que ce que j'ai été. » Le silence qui suivit était lourd de possibilités. Finalement, Gabrielle parla, sa voix ferme malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Une chance, Thomas. C'est tout ce que je peux offrir maintenant. » Pour Thomas, à ce moment-là, c'était plus que suffisant. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi à Belleville. Le printemps était arrivé à Paris, couvrant la ville d'une explosion de couleurs et de parfums qui semblait refléter les transformations dans la vie de Thomas Mercier. À l'endroit où aurait dû s'élever un autre gratte-ciel d'entreprise, dans le centre-ville, se dressait maintenant la structure presque finalisée du nouveau centre culturel Haylez, une extension ambitieuse de l'Institut Art sans frontières.
Le projet, développé en collaboration avec des architectes recommandés par Gabriel et des leaders communautaires locaux, était devenu le sujet le plus commenté dans le milieu entrepreneurial parisien, non seulement pour sa beauté architecturale innovante, qui intégrait des éléments durables et utilisait des matériaux locaux, mais principalement pour le modèle d'affaires révolutionnaire que Thomas avait mis en œuvre. Le centre culturel Eilhes représente une nouvelle façon de penser le développement urbain en France, expliquait-il à un groupe de journalistes qui visitaient le chantier ce matin ensoleillé. Un tiers de l'espace sera dédié à des ateliers artistiques gratuits pour les jeunes de quartiers défavorisés. Un autre tiers abritera un incubateur d'entreprises sociales géré par les habitants de la région eux-mêmes, et le reste fonctionnera comme un centre d'événements qui garantira la durabilité financière du projet. Alors qu'il parcourait les lieux, montrant les espaces qui abriteraient bientôt des rêves et des opportunités, Thomas ne put s'empêcher de remarquer l'expression de Gabrielle, qui observait tout à distance. Il y avait en elle un mélange de fierté et de surprise, comme si elle ne croyait pas encore complètement à la transformation qu'elle observait, non seulement dans le projet, mais chez l'homme qui l'avait conçu. Après la conférence de Bit1770, presque quand ils se retrouvèrent enfin seuls dans ce qui serait le théâtre principal du centre culturel, Gabrielle s'approcha, ses pas résonnant dans l'espace encore vide. « Impressionnant », commenta-t-elle, regardant autour d'elle. « Il y a 6 mois. Ce n'était qu'une idée folle que vous avez mentionnée dans le couloir d'un hôpital. » Thomas sourit, se souvenant de ce moment qui semblait maintenant s'être produit dans une autre vie. « Je crois que j'ai sous-estimé le pouvoir transformateur d'un ours en peluche géant. » Gabrielle rit, un son que Thomas avait appris à valoriser comme l'un des plus précieux au monde. Durant ces mois, leur relation avait évolué avec la prudence de ceux qui construisent quelque chose de délicat et d'important. Il n'y avait pas d'étiquette formelle entre eux, seulement une complicité croissante et un respect mutuel qui transcendait les définitions conventionnelles. « Comment s'est passée la réunion avec votre père ?» demanda Thomas, faisant référence à la rencontre que Gabrielle avait mentionnée la veille, la première en près de 3 ans entre elle et Auguste Silver. L'expression de Gabrielle se ferma légèrement. Prévisible. Il pense toujours que je gaspille mon potentiel avec des projets assistentialistes, comme il les appelle, mais au moins, il n'a pas essayé de m'interdire cette fois, ce que je considère déjà comme un progrès. Thomas s'approcha, résistant à l'impulsion de l'enlacer. En 6 mois de cohabitation presque quotidienne, ils avaient établi une limite tacite de contact physique, de petits touchés occasionnels, des mains qui se rencontrèrent brièvement, mais rien au-delà. Une danse prudente autour du désir, qu'ils ressentaient tous deux, mais que Gabrielle n'était pas encore prête à exprimer complètement. « Votre père finira par comprendre, » dit doucement Thomas. « Ou pas. De toute façon, ce que vous avez construit ici est plus grand que n'importe quelle approbation de sa part. » Gabrielle acquiesça, ses yeux fixés sur un point distant. « Savez-vous ce qui est ironique? Il pense que vous faites tout. Cela comme une stratégie élaborée pour gagner ma confiance et éventuellement avoir accès aux hôpitaux Silver. » Thomas fronça les sourcils, véritablement perturbé par cette insinuation. « C'est exactement ce que l'autre a fait, » compléta Gabrielle avec un sourire triste, « sauf que vous investissez beaucoup plus de temps et d'argent dans la prétendue stratégie. » Le silence qui suivit était chargé de tensions non résolues. Thomas savait que, malgré tous les progrès des derniers mois, l'ombre de cette trahison passée planait encore sur Gabrielle, colorant sa perception de ses intentions. « 6 mois, dit-il finalement. 6 mois pendant lesquels j'ai mis en jeu ma réputation sur le marché, redirigé des ressources considérables, affronté la résistance de mes propres associés et redessiné complètement la philosophie de mon entreprise. Si c'est une stratégie pour acquérir les hôpitaux Silver, je dois être le pire homme d'affaires de l'histoire de France. » Gabrielle rit, la tension se dissipant légèrement. « Quand vous le présentez ainsi, de plus, continua Thomas, sentant une urgence soudaine de clarifier ses motivations une fois pour toutes, si je voulais vraiment les hôpitaux Silver, il y aurait des méthodes beaucoup plus efficaces. Une offre d'achat hostile, par exemple. Vous avez envisagé cela? Demanda Gabrielle, ses yeux soudainement alertes. Il y a 2 ans, oui, admit Thomas, décidant qu'il était temps d'une honnêteté complète. Vos hôpitaux ont des emplacements stratégiques qui seraient parfaits pour une conversion en projet de luxe.
J'avais même réalisé une analyse préliminaire de faisabilité. Gabriel recula d'un pas, son visage pâlissant. « Alors vous saviez qui j'étais avant cette nuit ?»« Au Palais Royal ?»« Non, » répondit Thomas rapidement. « Le projet n'a jamais avancé au-delà de la phase initiale, et je n'ai jamais associé le nom à la personne jusqu'à ce que vous vous présentiez. Et même alors, j'ai mis du temps à faire le lien complet. » Elle l'étudia intensément, comme si elle cherchait des signes de fausseté. Pourquoi le projet n'a-t-il pas avancé? Richard, mon avocat, a découvert que la famille Silver traversait une turbulence interne due au départ conflictuel de la fille du conseil. Thomas sourit légèrement. Il a suggéré d'attendre que la situation se stabilise avant de faire quelque mouvement que ce soit. Ironiquement, c'est votre rupture avec votre père qui a sauvé les hôpitaux d'entrer dans ma ligne de mire. À ce moment-là, Gabriel traita cette information en silence, ses émotions passant sur son visage comme des nuages dans un ciel d'été. Surprise, blessure, confusion et, finalement, quelque chose proche de l'acceptation. « Pourquoi me... Racontez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je suis fatigué des secrets et des demi-vérités entre nous, » répondit Thomas, s'approchant à nouveau. « Parce que je veux que vous connaissiez toutes les parties de moi, y compris l'homme calculateur. Que j'étais avant de vous rencontrer. C'est seulement ainsi que vous pourrez décider si vous faites vraiment confiance à celui que je suis devenu. » Le soleil de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres du théâtre inachevé, créant des motifs de lumière et d'ombre qui dansaient autour d'eux. Dans cet espace liminal, entre ce qui avait été planifié et ce qui restait à réaliser, tous deux semblaient pris dans un moment de vérité cristalline. « Qui êtes-vous devenu, Thomas Mercier ?» demanda doucement Gabriel, comme si la réponse pouvait tout redéfinir entre eux. Thomas respira profondément, cherchant des mots pour exprimer la transformation qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. Quelqu'un qui comprend enfin ce que sa mère a essayé de m'enseigner pendant des années, que le plus grand investissement que nous puissions faire est dans l'amour. Pas seulement l'amour romantique, mais l'amour comme force de transformation, comme engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il fit une pause, cherchant les yeux de Gabriel. Quelqu'un qui commet encore des erreurs, qui lutte encore contre de vieilles habitudes, mais qui a découvert qu'il y a des valeurs qu'aucun tableau ne peut calculer. Et tout cela grâce à une femme qui a eu le courage de me dire qu'elle n'avait jamais embrassé personne. Le silence qui suivit semblait vibrer de possibilités non réalisées. Gabriel toucha inconsciemment le petit pendentif de colibri à son cou, un geste que Thomas avait appris à reconnaître comme signe qu'elle considérait quelque chose d'important. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-elle finalement, lui tendant la main. Thomas la suivit à travers le chantier, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite salle au second étage qu'ils n'avaient pas incluse dans la visite pour les journalistes. Contrairement au reste du bâtiment, encore en construction, cet espace était déjà complètement finalisé. Murs peints en bleu serein, éclairage doux, et au centre, une seule œuvre d'art sur un mur blanc. C'était un grand tableau, une peinture qui représentait le moment exact où ils s'étaient rencontrés au Palais Royal. Thomas regardant par la fenêtre, Gabriel s'approchant, l'horizon de Paris en arrière-plan. La technique était impressionnante, capturant non seulement la scène physique, mais aussi une certaine tension dans l'air, une attente, comme si l'artiste savait que ce moment changerait tout. « C'est vous qui avez peint cela ?» demanda Thomas, reconnaissant le style qu'il avait vu dans les croquis du carnet de Gabriel. Gabriel acquiesça. « J'ai commencé le soir où nous nous sommes rencontrés. J'ai terminé hier. » Thomas observa des détails qu'il ne remarquait que maintenant, la façon dont la lumière tombait sur eux, créant une sorte d'aura dorée. La posture des deux, simultanément défensive et curieuse. Et plus surprenant, la similitude entre l'expression sur le visage peint de Thomas et celle de Gabriel, tous deux semblant être des personnes qui avaient construit des forteresses autour d'elles-mêmes, mais qui commençaient à envisager la possibilité de baisser les ponts-levis. « C'est extraordinaire, murmura-t-il, véritablement touché. Mais pourquoi est-ce ici, dans cette salle spécifique ?» Gabrielle se déplaça vers le centre de l'espace, tournant lentement comme si elle voulait absorber chaque détail. Ce sera la salle de la première rencontre, un espace dédié aux histoires de transformation, pas seulement artistique, mais personnel. Chaque jeune qui passera par le centre culturel
aura l'opportunité de créer une œuvre qui représente le moment où sa vie a changé de direction. L'émotion dans sa voix était palpable, et Thomas sentit quelque chose s'étendre dans sa poitrine, un sentiment pour lequel il n'avait pas de nom plus grand que la gratitude, plus profond que l'admiration. « Ils commenceront avec notre exemple », continua Gabriel, indiquant la peinture. « L'histoire de l'homme d'affaires implacable qui a appris à voir au-delà des chiffres et de la femme méfiante qui a trouvé le courage de croire à nouveau. » « C'est une belle histoire, dit doucement Thomas, mais nous ne savons pas encore comment elle se termine. » Gabriel se tourna pour lui faire face, une décision claire dans ses yeux. Peut-être est-il temps de le découvrir. Elle s'approcha lentement, chaque pas délibéré, jusqu'à se tenir devant lui. Avec délicatesse, elle toucha son visage, ses doigts traçant le contour de sa mâchoire, comme si elle le mémorisait par le toucher. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie réserver quelque chose de spécial pour quelqu'un qui le mérite, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, sur la valeur d'attendre le bon moment, la bonne personne. Thomas resta immobile, craignant que le moindre mouvement puisse briser l'enchantement de ce moment. Son cœur battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. « Ces 6 derniers mois, je vous ai vu transformer non seulement cet espace, mais vous-même, » continua Gabriel. « Je vous ai vu affronter vos propres démons, remettre en question vos certitudes les plus enracinées, risquer tout pour quelque chose en quoi vous croyez. Et au cours du chemin, j'ai trouvé le courage de questionner mes propres barrières. » Elle se rapprocha encore, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui semblait atteindre son âme. « Le baiser que j'ai gardé toutes ces années n'était pas seulement un geste physique à préserver. C'était un symbole de ma capacité à faire confiance, à croire qu'il existe quelque chose au-delà des transactions et des calculs dans ce monde, quelque chose de vrai. » La compréhension de ce qui était sur le point de se produire frappa Thomas comme une vague. Il leva les mains avec hésitation, touchant les bras de Gabriel avec révérence. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'émotion. Le sourire de Gabriel fut comme le lever du soleil après une longue nuit. Pour la première fois depuis longtemps, oui, je suis sûr. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, il n'y eut pas de feu d'artifice ou de révélation dramatique, seulement la sensation de quelque chose trouvant finalement sa place, comme une clé s'insérant parfaitement dans une serrure qui attendait depuis longtemps d'être ouverte. Le baiser fut doux, hésitant au début, puis gagnant en confiance à mesure qu'ils découvraient le rythme l'un de l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant plus rapidement, il y avait des larmes dans les yeux de Gabriel. « Cela valait-il la peine d'attendre ?» demanda doucement Thomas, essuyant une larme qui coulait sur la joue de Gabriel. Gabriel sourit, un sourire lumineux qui semblait éclairer tout son être, chaque seconde. À ce moment, entouré de murs nouvellement construits qui abriteraient bientôt les rêves et les espoirs de centaines de jeunes, tous deux savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose qui transcendait tout calcul, une connexion qui ne pouvait être mesurée en termes de profit et de perte, un lien qui donnait un nouveau sens à leurs vies individuelles et au voyage qu'ils partageaient maintenant. Et tandis que le soleil de l'après-midi baignait l'espace de tons dorés, Thomas comprit finalement la véritable valeur de ce qui n'a pas de prix. 3 mois plus tard, lors de l'inauguration officielle du centre culturel Hales, plus de 500 personnes se réunirent pour célébrer ce qui était déjà appelé le modèle Mercier, de développement urbain socialement responsable, une approche qui inspirait rapidement des imitations dans d'autres villes françaises. Parmi les autorités, les artistes et les leaders communautaires, un invité spécial attirait l'attention. Auguste Silver, patriarche de la famille Silver, qui après des années d'éloignement, avait finalement accepté l'invitation de sa fille à connaître son travail. Impressionnant, admit-il à contre-cœur, tandis que Gabriel le guidait à travers l'espace. « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse être économiquement viable. »« C'est la beauté du projet, papa, » répondit Gabriel avec un sourire tranquille. « Il nous force à redéfinir ce que nous considérons comme viable, à penser au-delà du retour financier immédiat. » Quand ils arrivèrent à la salle de la première rencontre, maintenant remplie de dizaines d'œuvres créées par les jeunes du projet pendant les ateliers préparatoires, Auguste s'arrêta devant la peinture centrale, la rencontre de Thomas et Gabriel au Palais Royal. « Tu l'aimes » observa-t-il, non comme une question, mais comme la constatation d'un fait évident.
Gabrielle ne répondit pas immédiatement, ses yeux cherchant Thomas dans la foule. Elle le trouva en train de converser avec animation avec un groupe d'adolescents de Belleville, complètement à l'aise, sans aucune trace de l'homme d'affaires distant qu'elle avait rencontré cette nuit de gala. « Oui, » répondit-elle finalement. « J'aime l'homme qu'il est devenu. Et le processus qui l'y a conduit. » Auguste étudia sa fille avec des yeux qui semblaient enfin vraiment la voir. « Alors j'avais tort à son sujet, et à ton sujet aussi apparemment. »« Nous n'avons pas besoin d'avoir raison tout le temps, papa, » répondit doucement Gabrielle. « Parfois, la plus grande valeur est de se permettre d'être surpris. » Plus tard dans la soirée, quand la foule s'était déjà dispersée et que seule l'équipe de l'Institut restait pour les derniers préparatifs avant l'ouverture officielle le lendemain, Thomas trouva Gabrielle sur le toit de l'édifice, un jardin suspendu qui offrait une vue panoramique du centre de Paris. « Ton père semblait impressionné, » commenta-t-il, s'approchant d'elle sur la balustrade où elle observait les lumières de la ville. « Plus que cela, » répondit Gabrielle, un sourire satisfait sur ses lèvres. « Il a proposé un partenariat entre les hôpitaux Silver et l'Institut. Il veut mettre en œuvre le programme d'art-thérapie dans tous les services pédiatriques. » Thomas l'enlaça par derrière, reposant son menton sur son épaule. « Tu vois, même le pragmatique Auguste Silver peut être converti à l'idée qu'il y a des valeurs qui ne tiennent pas dans des tableaux. » Gabrielle se retourna dans ses bras, le regardant avec une lueur espiègle dans les yeux. « À ce propos, monsieur l'homme d'affaires, comment vas-tu expliquer à tes actionnaires le fait que le centre culturel ne générera pas le retour financier qu'un gratte-ciel commercial aurait généré ?» Thomas sourit, l'embrassant légèrement. « Je vais leur montrer un nouveau tableau, un qui calcule le retour en sourire d'enfant, en opportunités créées, en vie transformée. » Il fit une pause, son ton devenant plus sérieux. « Et s'ils ne comprennent pas, ils peuvent trouver un autre PDG. J'ai découvert récemment qu'il y a des choses plus importantes qu'un titre corporatif. » « Comme quoi ?» le taquina Gabrielle, ses yeux brillants sous les étoiles. « Comme être l'homme qui mérite l'amour d'une femme qui croit en la valeur de ce qui n'a pas de prix, » répondit Thomas, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Une femme avec qui je veux construire un avenir qui transcende tout calcul. » Quand il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en or blanc avec un petit colibri serti de saphir, les yeux de Gabrielle s'écarquillèrent. « Thomas. »« Ce n'est pas encore une demande formelle, » précisa-t-il rapidement. « C'est une promesse, que je continuerai à être l'homme que tu as aidé à éveiller, que je ne permettrai plus jamais que des chiffres dans un tableau définissent la valeur. Des choses qui importent vraiment. » Gabrielle prit la bague, observant comment la lumière de la lune faisait briller les petits saphirs comme le colibri qu'elle avait toujours porté comme amulette. « J'accepte ta promesse, » répondit-elle, glissant la bague à son doigt, à une condition. « Laquelle ?» demanda Thomas, tenant sa main nouvellement ornée. Le sourire de Gabrielle illumina son visage comme le premier rayon de soleil après une longue nuit. « Que nous n'oublions jamais que l'amour, comme l'art, n'est pas quelque chose que l'on possède. C'est quelque chose que l'on crée chaque jour, avec patience et courage. » Sous le ciel étoilé de Paris, ils scellèrent cette promesse par un baiser qui portait tout le poids et toute la légèreté d'un voyage qui ne faisait que commencer.